L'actualité nationale est dominée par les réactions sur l'accord d'El Rancho et par les dispositions que les acteurs concernés prennent pour en assurer l'application et le suivi dans les délais péremptoires acceptés par toutes les instances du pouvoir d'État. Après les premiers remous générés par les exigences du Sénat et le retrait de certains interlocuteurs de la table du dialogue, tout semblait couler comme une onde plate quand un frisson a secoué le courant impassible à l'annonce de l'abstention du président de la Chambre des députés à parapher le dit accord. Des doutes se sont installés, des interrogations ont fusé de toutes parts, évoquant la pénible éventualité que la Chambre pourrait se poser en élément de blocage de l'exécution des termes consensuels de l'accord. Et pourtant, tout était si simple. Vous vous rappelez bien, mes chers collègues, qu'à mon discours d'investiture en janvier, j'avais proclamé mon option d'exercer, non pas sur vous, mais avec vous, un leadership pondéré et responsable, dans une coopération positive avec tous les blocs politiques et dans un respect strict des attributions de chaque instance du corps législatif en général et de la Chambre basse en particulier. À ce compte, il ne me serait jamais venu la faiblesse de me laisser aller à la dérive, d'assujettir des hommes et femmes politiques, des représentants du peuple que vous êtes, à des contraintes que vous n'aurez pas au préalable discutées et approuvées. Je cultive à un trop haut exposant le sens de la confraternité parlementaire et de la déférence envers les élus pour les assimiler à des moutons de panurge qui se jetteraient aveuglément à la mer à la suite d'un berger irresponsable. C'est pour cela que j'avais décidé de vous consulter avant de vous engager. Dans l'après-midi du 19 mars 2014, j'ai signé l'accord d'El Rancho qui avait été étudié, trituré et validé par la conférence des présidents. Des réserves avaient été émises. Elles furent consignées dans un document qui est annexé au dit accord. Cette démarche préliminaire, toute empreinte de fierté, nous console en même temps qu'elle nous dédommage de la piètre considération faite à notre corps tout au long du processus du dialogue. Elle nous permet d'affirmer à tous et à chacun notre statut de codépositaire de la souveraineté nationale et de partenaire essentiel dans tout dialogue intéressant la stabilité politique du pays et le bien-être collectif de la nation haïtienne. Ainsi, je suis convaincu d'avoir, par mon attitude, campé notre Chambre comme un jalon incontournable sur la trajectoire de toutes les grandes décisions nationales. Un autre point d'actualité qui suscite des commentaires divers renvoie au dossier de la mise en accusation de certaines hautes personnalités du pouvoir exécutif. Avant que le Sénat ne s'érige en haute cour de justice, c'est notre Chambre qui intervient en première étape. L'article 186 de la Constitution lui fait obligation de se pencher sur le sujet et d'offrir matière aux travaux de la Cour. Ainsi donc, notre Assemblée sera requise, dans les meilleurs des délais, de se prononcer sur la motion de censure, car il n'est point question que nous nous défilions devant nos attributions et nos responsabilités parlementaires. La motion
sera confiée à l'étude d'une commission spéciale qui fera le rapport à l'Assemblée dans un délai raisonnable et avec un argumentaire responsable permettant à la Chambre des députés de se prononcer objectivement et valablement sur la question. Honorables collègues, je le promets formellement à tous les blocs politiques et à l'Assemblée. C'est avec ce sens de la rigueur et de la responsabilité que j'agirai chaque fois qu'il me sera donné ou requis d'engager la Chambre des députés que je dirige aujourd'hui avec votre accord quasi unanime. Je vous demande de me faire confiance, de ne jamais hésiter à me soumettre vos suggestions, de transcender toute divergence individuelle ou de groupe dans un souci commun de projeter de notre Chambre une posture et une image digne de respect, de considération et d'éloge.